Alors là, vous êtes sur le site de la Monédière, qui est un site qui a connu plusieurs types d'occupations pendant différentes périodes chronologiques. La première occupation connue, elle date de il y a 4500 ans environ. Donc 2500 ans, on va dire, pour simplifier, avant Jésus-Christ. On est au néolithique final. Donc dès cette période-là, le site de la Monédière va servir d'habitat pour une petite communauté qui s'installe donc à l'extrémité du promontoire. On est sur un petit promontoire là, qui domine la vallée de l'Hérault. Et une communauté pas si petite que ça, puisqu'ils vont aussi fortifier leur site. C'est un site qui va être protégé par un fossé, un gros fossé palissadé, dans lequel donc, il y a une palissade qui va être fondée. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas connu jusqu'à présent, et que nous, on a mis en évidence l'année dernière, parce que l'année dernière, la situation était un peu particulière. On ne pouvait pas trop fouiller à 30, on fouille ici habituellement. Donc on a requalifié un petit peu notre intervention. Et donc on a fait une série de sondages sur une autre partie du site, et donc sur laquelle on est tombé sur à la fois des vestiges de l'âge du fer, je vais en parler là tout de suite, et donc ces vestiges plus anciens, qui sont les premières traces d'occupation qu'on a sur Bessin en fait. Donc ça nous a permis de trouver des restes de maisons de cette période-là, de la préhistoire, et donc ce fossé défensif. Donc un site très bien conservé également. Donc cette occupation ancienne, un long abandon, et puis une réoccupation à la protohistoire, c'est-à-dire à l'âge du fer. Donc là on est vers 500 avant Jésus-Christ. Et là de nouveau un habitat important qui est mis en place, qui fait, alors on ne connaît pas tout à fait bien sa superficie, et je vous en parlerai tout à l'heure un peu de la problématique des limites de ce site, mais on est au moins sur 5 hectares. 5 hectares, c'est déjà assez important pour sur les sites de l'époque. 500 avant Jésus-Christ, on est à environ il y a 2500 ans, hein, pour vous donner un ordre d'idée sur la chronologie. C'est un habitat qui va être occupé pendant 200 ans, qui est mis en place en 600 avant Jésus-Christ et qui est abandonné vers 400 avant Jésus-Christ, et qui va être occupé en continu. Là aussi, c'est un habitat qui est fortifié, qui est puissamment défendu, et donc qui va être abandonné assez subitement à la fin du 5e siècle avant notre ère. Cet habitat il va être abandonné de nouveau. Il va y avoir un petit hiatus sans occupation, et 300 ans plus tard, de nouveau, la place est réinvestie. On est à peu près à la période romaine, voilà, pour simplifier les choses. On est dans le 2e siècle avant Jésus-Christ. Et là, donc, il y a une nouvelle occupation. On est de nouveau sur un habitat qu'on a du mal à cerner parce qu'il est moins bien conservé. Voilà, il faut savoir que les parcelles sur lesquelles on travaille, elles ont été mises en culture récemment, donc il y a eu des charruages, etc. Donc tout ça, en fait, c'est venu dégrader, hein, et forcément les vestiges, notamment les vestiges les plus récents, qui sont les plus proches du niveau de sol actuel. Donc cette période-là, de l'époque romaine, un peu moins bien connue, on n'ira pas la voir aujourd'hui, mais tout au fond du site, il y a une citerne qui est très bien conservée, citerne bâtie, qui est entièrement conservée de la fondation jusqu'à la toiture, et qui participe donc de cette occupation d'époque romaine. Probablement un établissement thermal, puisqu'on a retrouvé des restes justement associés à des thermes. Cette citerne qui servait à stocker de l'eau. Nous, on a fait des fouilles aussi à proximité les années précédentes. On est retombé sur des restes d'une probable autre citerne, donc voilà, plusieurs structures de stockage de l'eau. Et puis probablement des murs, des édifices qui étaient associés à tout ça. Un chemin, ça aussi qu'on a mis en évidence, un chemin construit qui permettait de gagner cet habitat-là, qui traverse tout le site, qui passe sous les maisons actuelles. Et puis une petite nécropole à inhumation, donc des gens qui sont morts, qu'on a enterrés à même le sol dans des fosses. On a fait des fouilles préventives en 2014 sous les villas que vous voyez actuellement. Un petit habitat d'époque romaine associé à une petite nécropole. Et puis une dernière occupation un peu plus tard, qu'on suppose intervenir vers... alors là, pour l'instant, en termes de datation, on n'a pas beaucoup de précision, mais autour de l'an 1000, on va dire. Donc on est à l'époque médiévale. À l'extrémité du site, vers la citerne dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait une petite botte, une petite butte, quelque chose on a une surface qui est assez plane là, sur le site. Là, on a cette petite éminence qui est dans le paysage, qui n'est pas naturelle. Et ils se sont installés là-bas. Ils ont ceinturé cette butte par un puissant fossé défensif. Donc on est probablement sur quelque chose qui est de l'ordre de la motte castrale pour cette époque-là. Donc c'est-à-dire un petit château, voilà, fort, qui contrôlait un point d'accès et qui se trouvait ici sur la Monédière. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui n'était pas du tout connu et qu'on a pu mettre en évidence il y a quelques années lorsqu'on a commencé à travailler sur ce site. Voilà, donc nous là, notre programme de recherche, malgré le fait d'avoir mis en évidence tout ça, ça reste cantonné sur notre habitat de l'âge du fer que vous avez derrière vous. Alors c'est un habitat qui est pas anodin, qui est important.
dès le début du XXe siècle, en fait, avec les charruages, justement, il y a beaucoup de mobilier qui est remonté à la surface. Et puis donc, nous, on a redémarré un programme ici en 2017, en sachant qu'en 2014, pendant 6 mois, on a fouillé à l'emplacement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'emplacement, madame, de votre immeuble et puis de ces villas qui étaient là. Donc dessous, ça a permis de cerner aussi une grande partie, une grande surface du site, puisque ça recouvrait 1 hectare. Donc ça, c'était les fouilles préventives, 2014. Et donc nous, là, on se concentre depuis 5 ans maintenant, avec la petite parenthèse l'année dernière, sur cette zone-là et sur cet habitat-là. Donc je vous disais, ce n'est pas un habitat anodin, puisque il est mis en place vers 600 avant notre ère. Et très rapidement, les habitants de la Monédière vont nouer des liens privilégiés avec les populations qui viennent d'au-delà de la Méditerranée, à savoir les Grecs. Parce que les Grecs commencent à aborder nos rivages vers cette période-là. Ils vont fonder la colonie de Marseille en 600 avant Jésus-Christ. C'est la première colonie en France du monde grec. Et très rapidement, il y a des échanges qui vont s'instaurer entre les habitants de la Monédière et ces Grecs-là qui vont circuler le long du littoral méditerranéen, le golfe du Lion, et qui vont essayer d'échanger avec certains groupes humains, certains Gaulois. On va les appeler les Gaulois pour simplifier. Et justement, la Monédière va être un peu au centre de ces échanges-là pour la région, pour la vallée de l'Hérault. Ils vont recevoir les produits qui sont acheminés par les Grecs par navire depuis Agde. Ils vont, on suppose, remonter une partie du fleuve Hérault qui était navigable à peu près jusqu'à la Monédière, décharger leurs marchandises ici. Donc ça va être consommé sur place évidemment. Et après ici, ça va être redistribué sur les sites indigènes qui sont situés plus en amont. Alors ces produits, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement du vin. Voilà. C'était des amphores. On trouve beaucoup d'amphores vinaires. Et c'est essentiellement ça qui était au cœur des échanges en fait, à cette époque-là. Et donc évidemment, il y avait des contreparties gauloises qu'on ne sait pas cerner archéologiquement, mais qu'on suppose, ça pouvait être de la main-d'œuvre, des esclaves, des denrées alimentaires, ce genre de choses. Voilà. En tout cas, c'est un gros commerce. Voilà, il faut savoir que c'est un gros commerce qui était mis en place déjà à l'époque. Il n'y avait pas que les Grecs, il y avait aussi les Étrusques qui côtoient les rivages méditerranéens. À Latte, près de Montpellier, ils ont fondé une colonie aussi, vers cette période. Donc ils sont aussi, c'est pas un antagonisme avec les Grecs et les Marseillais, mais il y a un peu de concurrence entre ces deux entités au niveau commercial dans le sud de la France. Très précocement, on va retrouver beaucoup de ces amphores vinaires, mais aussi de la vaisselle qui est apportée par les Grecs, qu'ils ont façonné chez eux et qu'ils ont apporté ici. On va en retrouver énormément et bien plus que sur les sites d'habitat contemporains qu'on trouve dans la région. Voilà. Très vite aussi, on va retrouver, ça on ira le voir tout à l'heure, des techniques architecturales qui sont un peu particulières, qu'on va retrouver par la suite dans tout le milieu de la France, mais qui ici apparaissent très vite, très rapidement, et qui sont en fait une technologie qui ont été apportées par les Grecs aussi. Donc on sent vraiment qu'il y a une présence, une influence importante sur ce site-là. À tel point qu'on se demande s'il n'y a pas eu une petite part de la population grecque avec qui ils échangeaient qui ne s'est pas installée sur place. Voilà. Donc ça c'est aussi un des enjeux de nos recherches, c'est de déterminer s'il n'y a pas eu une mixité sur ce site-là. Ça c'est pas courant et c'est très important justement sur nos problématiques de recherche. Ce site, je vous disais tout à l'heure, il est protégé. Hein, ils sont puissamment fortifiés, protégés. Alors, le site c'est tout ça, hein, c'est tout ce que vous avez, derrière vous là, tout ce qui est en friche. Voilà. Là, on a la citerne romaine qui se trouve ici. Et là, dans les vignes, c'est légèrement en contrebas, mais on suppose que le site s'étendait également dans les vignes. Jusqu'à présent, on fermait par ici, mais là, on a des éléments supplémentaires depuis l'année dernière qui nous laissent à penser que c'est plus vaste que ce que c'était. Donc on est peut-être plutôt sur 7-8 hectares. Là, le carré bleu, vous avez, c'est là où nous sommes. Il faut le lire comme ça. Hein. Faut le lire comme ça. Et la partie orange que vous avez ici, ça correspond aux fouilles préventives qu'on avait faites en 2014 et qui se situent sous les villas et donc sous les immeubles qui sont plus loin. Donc la partie nord du site ici, et là ce que vous voyez, les traînées, les traces noires, c'est le fossé défensif en fait qui venait enclore le site et donc le défendre. Donc on l'a dégagé de manière partielle. On voit qu'il y a 2 tronçons qui sont à peu près perpendiculaires, un ici, un ici. C'est un fossé qui est très puissant, qui fait à peu près 12 mètres de large, 4 mètres de profondeur. Il y avait une muraille qui était associée qu'on n'a pas retrouvée en place, mais qu'on a retrouvée basculée, démantelée à l'intérieur du fossé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert aussi en mai, parce qu'on a fait une petite intervention en mai au niveau du cimetière qui est juste derrière, là-bas. Vous avez dû nous entendre. Oui. Voilà. Et on a découvert un autre fossé, donc un avant-fossé, qui est contemporain a priori de celui-ci,
et qui donc venait rajouter une ligne de défense supplémentaire. Et ça, c'est peu courant. Les sites fortifiés, on en connaît un petit peu dans la région. Ça se met en place à peu près à la période d'occupation de ce site-là. Mais en général, bon, ça se limite à une muraille et un fossé. Voilà. Là, on a quand même 2 lignes de défense, donc il y a vraiment un effort qui est fait pour vraiment protéger ce site-là. Il y avait des intérêts économiques, hein, il y avait des denrées qui étaient stockées. Et puis après, on ne sait pas trop en termes de relations avec les autres habitats voisins, comment ça se passait aussi. Donc la communauté avait besoin de se protéger en fait. Il a abandonné vers 425 avant Jésus-Christ. On ne connaît pas trop les circonstances de cet abandon parce que ces niveaux-là, donc les niveaux plus récents, ils ont été pour la plupart complètement arrachés par les labours. Mais les quelques données qu'on a pu récupérer, notamment dans des fouilles de 2014, on a fouillé une énorme fosse. Là, on est sur du 16 mètres de diamètre et 4 mètres de profondeur aussi, donc c'est quelque chose, un gros cratère dans lequel il y a des rejets rituels qui ont été apportés et qui datent de la période de l'abandon du site en fait. On a retrouvé énormément d'amphores, énormément de vaisselle produite par les Grecs, des coupes qui viennent d'Étrurie aussi. J'ai quelques illustrations. Voilà, par exemple, ça c'est des choses que vous pouvez voir dans des musées à Londres, à Paris. Ça c'est de la céramique attique, donc c'est des productions grecques, on en a beaucoup sur le site. Donc ça on en a retrouvé dans notre fossé. On a cette coupe là que vous voyez vue d'en haut avec une inscription étrusque, ça c'est exceptionnel. C'est la seule inscription qu'on a comme ça dans le sud de la France, en France. Et on retrouve ça plutôt en Étrurie dans des contextes cultuels. Donc on a retrouvé ça dans notre fosse. Et puis beaucoup d'amphores vinaires, voilà, ça ressemble à ça, c'est des amphores grecs de Marseille, qui permet de contenir le vin. Et on a retrouvé quasiment entière dans cette fosse-là. Donc il y a eu en fait l'interprétation qu'on a de ça, c'est qu'il y a eu un énorme banquet. Il y avait beaucoup de restes d'ossements d'animaux aussi associés, essentiellement du bœuf. Donc un gros banquet, ils ont mangé de la viande, du bœuf, ils ont beaucoup bu. C'était pas 3-4 personnes ou alors là ils se sont fait exploser la panse, mais probablement toute la communauté dans son entièreté. Et donc un gros banquet qu'on associe à une cérémonie de clôture du site. Voilà. Avant de partir, ils auraient fait ce banquet, ils auraient organisé ce banquet, peut-être avec des intervenants exogènes, c'est-à-dire pas des indigènes, des Grecs peut-être, des Étrusques peut-être, en tout cas on sait qu'ils sont un peu dans la région. Alors, en tout cas quelque chose d'assez particulier qu'on n'a pas l'habitude de retrouver. Et ils ont fait ce banquet, ils sont partis. Et avant de partir, ils ont démantelé la muraille, ils l'ont basculé dans le fossé, probablement pour pas qu'il y ait une réoccupation derrière. Après il peut y avoir des choses rituelles aussi derrière, mais d'un point de vue pratique, ça évite que la place soit réinvestie et que les gens qui réinvestissent soient protégés par la muraille. Voilà. Alors nous, là, cette zone de fouille, on y est depuis 2017, donc c'est des fouilles programmées. C'est-à-dire qu'on revient un peu tous les étés avec des étudiants bénévoles, j'ai une équipe autour de moi, des étudiants en archéologie. La zone, on va faire le tour là tout de suite. Cette zone-là, on est sur les niveaux qu'on est en train de fouiller, on est sur on va dire, le milieu de l'occupation. Je vous disais, on est vers l'occupation, c'est 600-400 avant Jésus-Christ. Là, on est vers 500 hein, pour simplifier. Et alors, tout n'est pas de la même période, mais grosso modo, on est sur cette période-là. Ce qui vient après, c'est des choses qu'on a fouillées déjà en partie depuis 2017 et qui n'étaient pas forcément très bien conservées, toujours pour les mêmes raisons, à savoir l'échargage. Voilà. Mais on a pu récupérer quelques lambeaux à droite et à gauche qui nous permettent d'avoir une image un peu plus claire de ces occupations-là, de ces dernières phases d'occupation par rapport à nos connaissances passées. Et ce qui est plus ancien, c'est dessous. Alors, comme vous le voyez, c'est quand même une vaste zone de fouilles sur laquelle nous travaillons depuis quelques temps. Donc là, on a une petite trentaine, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Grosso modo, cette zone de fouille, elle se scinde en 2 espaces différents. Toute la moitié que vous avez de ce côté-ci, la moitié ouest, ça correspond à un vaste espace de circulation, donc un espace ouvert, et qui est matérialisé par ces petits cailloutis, ces petits galets que vous voyez un peu de partout, donc qui correspondent en fait à la surface sur laquelle le piétinement, la circulation se faisait. Cet espace de circulation, il est associé à une entrée qu'on avait mis en évidence en 2014, qui est au niveau de la piscine de la villa qui se trouve juste derrière. Et cette entrée elle était matérialisée, je vais vous montrer le plan, mais ça ne se voit pas très bien sur notre plan. Cette entrée elle était matérialisée par une interruption du fossé en fait. Donc on a notre fossé qui est là en pointillé, il faut le situer,
Et là, vous voyez, on a notre trait noir qui s'arrête ici, puis on voit un trait noir, voilà, le fossé qui repart ici, là, dessous là-bas, on n'est pas allé fouiller, hein. Donc l'entrée se trouve ici. Voilà. Donc on est exactement dans l'axe, hein. La zone 12, c'est ici, là où nous travaillons. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas repéré lors des fouilles préventives. Non pas qu'on n'avait pas fait attention, mais simplement c'était beaucoup moins bien conservé au niveau de l'entrée. Il y a eu des remaniements à l'époque romaine, etc. Donc là, on a une vision beaucoup plus claire de la manière dont fonctionnait cet espace-là. C'est intéressant parce qu'on est sur quelque chose de très vaste qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur les sites contemporains. Il y a un ou deux sites peut-être de cette même période, un peu plus récents, sur lesquels on a des vastes espaces. Là, vu l'étendue, maintenant on en arrive à parler de place, véritablement de place, qui structure un petit peu l'habitat, donc qui se situe derrière l'entrée, et de part et d'autre avec les habitations qui s'organisent. On ne connaît pas son étendue encore précise, je pense qu'on la connaîtra vraiment jamais à part si on étend les fouilles, mais elle se poursuivait sous vos pieds là en fait. Et peut-être que ça se poursuivait sous la forme d'une voie qui traversait peut-être tout le site. Ça c'est une hypothèse, seules les fouilles permettront de vérifier. Quoi qu'il en soit, on a cet espace collectif et public, donc qu'on a mis en évidence, qui est très soigné. Ce petit cailloutis là, quand on marche dessus, c'est limite du béton, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Plusieurs recharges qui est entretenu au fil du temps. Il y a plusieurs recharges, vous voyez là sur la bande, il y a des choses un peu plus grossières, des galets plus importants qui sont mis en place sur le niveau préexistant. Et c'est la même chose là-bas au fond, vous voyez des gros galets beaucoup plus importants. Ça, c'est de nouveau un niveau de circulation qui vient par-dessus pour recharger en fait, pour recharger la voie. Il y a des nids de poules forcément quand on piétine, quand on marche, quand on circule. Et donc il faut entretenir cette voie. Donc là, on est toujours vers 500 avant Jésus-Christ. Et cette place, elle va être par la suite un petit peu délaissée. Elle va servir de vaste dépotoir dans le courant du 5e siècle. Et ce dépotoir, il va prendre la forme de niveaux cendreux assez épais, donc des résidus de combustion en fait, qui vont être jetés un peu de partout, sur une épaisseur assez importante. Et dans ces résidus de combustion, énormément de mobilier archéologique, des poteries, des tessons de céramique, hein, beaucoup d'ossements d'animaux, des éléments de parure en métal, en bronze par exemple, des éléments de la vie quotidienne en fer, des couteaux, des restes de couteaux, ce genre de choses. Enfin, tout ce qui était utilisé dans la vie domestique et quotidienne. Et ça, c'est super intéressant. On adore les poubelles en archéologie. On adore les poubelles parce qu'on a une vision précise de la vie quotidienne et domestique en général. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, on est sur... qui plus est, on a la chance sur ce site, grâce aux importations justement méditerranéennes, aux tessons justement qui ont été importés, on peut dater assez finement les choses grâce à ce mobilier céramique. On est sur des fourchettes chronologiques de 25 ans à peu près, juste à partir du mobilier céramique. Donc on peut raisonner voilà, sur des phases très précises, vous voyez à l'intérieur des 200 ans d'occupation, on peut segmenter comme ça et tous les 25 ans se dire « Ah, là il y a des choses qui changent par rapport… là ils ne consomment plus la même chose, là ils ne mangent plus la même chose, là c'est un peu différent, ils ne construisent plus la même chose. » Donc ça c'est super intéressant sur l'évolution justement des mœurs et de la manière de vivre à ces époques-là. Et donc là, ce dépotoir il est sur une séquence bien déterminée, qui correspond à ces phases qu'on connaît mal parce qu'associées à des bâtiments qui ont été arrachés par les labours. Et donc ça nous a permis d'avoir cette vision un peu plus précise sur ces périodes-là qu'on connaissait un peu moins bien. Et cet espace de circulation, là on ne le voit pas très bien, mais il se termine à peu près là où se situe Florian avec la casquette. Il se termine de manière rectiligne. Et cette ligne, en fait, elle est orientée sur l'entrée. Et surtout, c'est quelque chose qu'on va voir avec les bâtiments, elle est orientée sur les axes que dessine le fossé défensif, qui est là. Vous allez voir que quasiment tous les aménagements, tous les bâtiments sont orientés sur ces axes-là. Et ça, c'est très intéressant pour nous aussi parce que habituellement, les habitats indigènes gaulois dans la région, ils s'installent, tiens, je vais mettre l'entrée au nord, voilà, etc. Là, ça suit un schéma directeur. Donc il y a eu un plan préétabli, ils ne se sont pas installés n'importe comment, ils ont installé leur fortification et ensuite, ou en tout cas en même temps, ils ont respecté des trames en fait. Donc il y a une certaine notion d'urbanisme qui se met en place. Ça c'est nouveau. Et on se demande s'il n'y a pas une petite… l'étincelle n'a pas été apportée par les Grecs. Après bon, c'est pas forcément, hein, mais voilà, c'est une particularité de plus de ce site par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs. Et ici, là, on a la frange d'un autre quartier qui se développe avec un sol de galets important, des pierres alignées qui délimitent peut-être un mur, en tout cas qui délimitent ce sol de galets.
qu'on n'arrive pas vraiment à caractériser, à comprendre. On voit derrière un mur également dans l'angle qu'on a dégagé. Là, la compréhension est un peu difficile parce qu'on n'a qu'un petit bout de l'aménagement. Pour comprendre, il faut quand même avoir quelque chose d'un peu plus vaste. Mais déjà, d'ores et déjà, on a une limite, ça c'est intéressant pour nous, on a une limite de l'espace de circulation, l'espace public. Et on sait que de là, de nouveau, il y a un l'habitat proprement dit qui se développe de ce côté-ci. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ici est mis en place ce bâtiment qui est intéressant à plus d'un titre parce que ne se situe pas n'importe où. On est au milieu de la place. On n'est pas très loin de la porte et il vient se poser là en plein milieu, sans gêne. Ce bâtiment, c'est quelque chose que nous on avait dégagé simplement l'angle les années précédentes. Notre fouille s'arrêtait à ce niveau-là. Et dans l'angle, peut-être que vous voyez, alors, petite parenthèse, là on verra ça plus en détail tout à l'heure. Là, vous avez un peu une vision de la conservation, d'état de conservation de nos vestiges. Là, c'est très bien conservé pour un bâtiment. En général, on trouve simplement les sous-bassements et toute l'élévation est détruite. Détruite parce qu'ils ont tombé les murs, etc. Ils ont réoccupé par-dessus. Voilà. Donc, et là, c'est plutôt très bien conservé. En général, on a juste une petite assise de pierre, dans le meilleur des cas, qui est conservée. Ce n'est pas aussi bien conservé en général. Donc là, on est sur ces pierres que vous voyez, c'est la base de la maison. Et donc, on avait simplement l'angle qui apparaissait les années précédentes. Et dans cet angle, on a une grosse pierre, que vous voyez là-bas, qui est une pierre calcaire un peu taillée, qui diffère, vous voyez, des autres qui sont des pierres grises, qui sont des pierres de basalte, en fait, des pierres volcaniques. Alors qui ne viennent pas du site, hein, ils sont allés les chercher ailleurs, pas très loin. Hein. Ils ont rapporté, c'est l'essentiel en fait du matériau qui est utilisé sur ce site, avec des galets. Vous voyez, entre les pierres, il y a des gros galets, plus ou moins gros, qui eux viennent du site en lui-même. Et ça, c'est des matériaux privilégiés pour la construction des maisons. Et très rarement, on a du calcaire coquillé qu'on retrouve, mais c'est très rare. Là, c'est la première fois qu'on retrouve un bloc. Il y a un effort qui est fait dans le chaînage de la construction. On verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est beaucoup plus grossier en termes de construction. Donc ça aussi, ça nous a un peu attiré l'attention et ça a un peu fait tiquer. Et donc, on a une élévation qui est assez bien conservée. Donc, on s'est dit que potentiellement, on avait quelque chose qui, en termes de résultats de fouilles, pouvait être prometteur. Donc, cette année, on a ouvert. Allez, hop. On a ouvert l'entièreté du bâtiment. Et on est sur quelque chose qui est assez imposant. Ça correspond à peu près à toute l'ouverture qu'on a réalisée ici. Vous voyez le mur qui continue là, qui s'interrompt un peu avant la bâche. On a quelques pierres, là-bas je vais descendre, quelques pierres là-bas qui marquent le retour du mur. Donc on a notre mur ici, et là le retour qui est matérialisé par ces pierres-là. Là, et un retour ici, on voit bien le mur là-bas, et là pour l'instant il est recouvert par des remblais plus récents. Quelque chose de très vaste, on est à peu près sur plus de 12 mètres de long et 7 mètres de large. C'est très important pour cette époque-là. On n'a pas l'habitude de retrouver des bâtiments aussi grands. Donc là aussi, on est peut-être sur quelque chose d'un peu, une maison a priori, mais peut-être d'un personnage un peu particulier. Voilà. Bon, ça reste une hypothèse évidemment, et ça c'est la fouille qui peut-être nous donnera des éléments plus précis. Alors pour le moment, on est un peu sur la phase exploratoire. On n'a pas dégagé partout toute l'architecture parce que ce bâtiment il va être abandonné et dessus il va y avoir une réoccupation, toujours à l'époque de l'âge du fer. Il va y avoir une réoccupation et notamment ils vont réinstaller une voie par-dessus, plus tardivement. Donc ça vous le voyez plus, ça a été fouillé. Vous avez simplement un petit lambeau là-bas au niveau de l'angle un peu plus orangé. Ça c'est le niveau de circulation, vous voyez qui ressemble un petit peu à celui qui est un peu en contrebas, qui est plus ancien. Et qui donc venait recouvrir ce bâtiment. Donc un espace de circulation, une place, un bâtiment qui est mis en place et une requalification d'espace avec de nouveau un secteur qui sert de place publique probablement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a commencé à fouiller cette année, on a commencé il y a 4 semaines, là on est sur la fin. Et là on passe sur les remblais qui correspondent en fait au remblaiement en fait, de l'espace une fois que la maison est abandonnée. Donc ça on est en train de le prendre petit à petit, on prend strate par strate justement pour pouvoir restituer après l'histoire. Donc on ne va pas chercher les murs brutalement pour sortir les murs. Pour pouvoir l'insérer dans la chronologie, il faut qu'on fouille couche après couche. Voilà. Sinon on arrache les pages du livre et puis on ne comprend plus rien. Voilà. Donc ça sort, voilà, ça sort petit à petit et on essaye de comprendre ça. Alors là on a deux choses qui sont un peu curieuses. J'ai pas d'hypothèse à vous soumettre, on est vraiment dans la réflexion et on est un peu dubitatif pour le moment. Mais vous voyez, il y a deux murs. Il y a celui-ci sur lequel je suis, là, qu'on ne connaissait pas, et le mur là qui prolonge l'angle qu'on connaissait, qui est là, qu'on perd ici. On a l'impression qu'on a deux bâtiments dans deux bâtiments en fait. Ce mur ici
il marque son retour là, c'est une bande, vous voyez peut-être une bande plus rose qui correspond à un résidu de l'architecture en terre qui venait par-dessus. Parce que ces murs en fait ils étaient fondés avec un soubassement de pierre et par-dessus il y avait une élévation en terre. Alors cette élévation en terre ça pouvait être de la terre massive, ce qu'on appelle de la boge, ou bien des briques crues. Voilà. Donc ça c'est on a de la chance, on a un petit résidu d'élévation qui est conservé. Donc on a ce bâtiment et à l'arrière on a ce mur qui vient se plaquer, ça on a pu le mettre en évidence par un petit sondage, qui vient se plaquer contre. C'est la première fois qu'on voit ça sur le site, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on a le sentiment premier qui ressort, c'est qu'on a quelque chose d'assez monumental en fait qui se dessine ici, à la fois par les blocs et à la fois par l'ampleur et l'épaisseur des murs en fait. On va faire le tour parce qu'on a des choses un peu intéressantes de l'autre côté. Donc là vous voyez peut-être mieux le reste de l'élévation en terre. Hein, on travaille beaucoup sur les couleurs, sur les textures. Hein, c'est ça qui nous permet de différencier les différents apports et les différentes couches. À cet endroit-là, on voit il y a l'angle qui repart ici. On a cet alignement de pierre qui correspond peut-être au plaquage dont je vous parlais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas trop. On retrouve un gros bloc de calcaire coquillé ici. Donc ça aussi, c'est encore intéressant, qui semble marquer l'angle encore du bâtiment. Et là, on a de nouveau ces deux blocs, toujours en calcaire, disposés l'un à côté de l'autre. On se demande si ça ne marque pas un seuil, en fait, l'entrée de l'édifice. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas habituellement sur ce site et à cette époque-là, c'est plutôt des choses qui sont en matériaux périssables. Donc là, il y a un effort aussi qui est fait en termes d'esthétique. Donc voilà, c'est encore quelque chose d'un peu singulier pour ce bâtiment. Et là, au niveau de la fouille, eh bien, on est sur des remblais qu'on est en train d'enlever, remblais de nivellement. On arrive sur ce niveau qui est un peu plus rose, que vous voyez un peu de partout, qui correspond probablement à la destruction de l'architecture en terre, qui s'est effondrée, qui donne cet effet un peu, c'est très bosselé. Hein. Et dessous, on commence à percevoir les niveaux d'occupation. Alors ça ne sera pas pour cette année, il faudra être patient. Mais dessous, par exemple ici, on a un foyer, la plaque de cuisson d'un foyer qui commence à sortir. Je vous en montrerai un entier là-bas, ça donnera une image plus précise. Voilà, donc c'est dessous, c'est conservé. On y arrivera plus tard. Là encore, on se dit c'est peut-être un personnage particulier parce que pour les différentes raisons dont je vous parlais, le type d'architecture, les matériaux mis en œuvre, l'emplacement, les dimensions, mais peut-être pas. Peut-être que c'est un personnage lambda, on ne sait pas en fait. Ça, c'est un peu, on est limité quand on n'a pas les textes et par l'archéologie. On ne sait pas. On sait pas. Après, il y a tout le problème aussi, le problème de la structuration sociale des communautés à cette époque-là. Comment est-ce qu'ils étaient structurés? Est-ce qu'il y avait, c'était petite royauté? Est-ce que c'était plutôt oligarchique, aristocratique, etc. C'est des choses sur lesquelles on travaille aussi. Quel intérêt voyez-vous à utiliser du calcaire Alors, déjà au niveau esthétique, peut-être que ça ressort un peu mieux par rapport au basalte. Il y a la taille qui est faite, donc c'est peut-être aussi un peu m'as-tu vu. Regarde, moi je sais faire, j'ai les moyens pour embaucher un tailleur de pierre et qui m'installe ça. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Et puis en termes de chaînage, en termes architectoniques, c'est plutôt mieux que des petites pierres branlantes qui sont mises dans un angle. Ils auraient pu, mais ils ont mis un bloc calcaire là, dans l'angle, dans le chaînage. Donc c'est en termes voilà, de solidité architecturale, c'est beaucoup mieux aussi. Voilà. En tout cas, ce gros bloc taillé, c'est mieux que des petites pierres comme ça. Voilà. Et c'est des choses qu'ils font sur d'autres maisons par exemple. Voilà. Allez, on fait le tour encore, continue. Alors ici, on change d'ambiance. On est vraiment au cœur de l'habitat avec ses habitations, ses édifices. On parle d'édifices de manière neutre parce qu'on n'a pas que des maisons. On travaille sur plusieurs édifices, bouts d'édifices ou édifices mieux conservés. Et notamment cette grande maison, très grande maison, que vous avez devant moi, avec ce mur, ce retour que vous avez qui est bien conservé. Alors malheureusement, on n'a pas le retour là-bas nord. On pense qu'il est juste sous notre limite de fouille. Et puis donc la fermeture ici qui a été en partie arrachée. Ils sont venus récupérer des blocs pour l'occupation qui a suivi en fait l'installation de ce bâtiment. Alors là, vous voyez, on est sur des choses qui sont beaucoup plus grossières en termes de construction que le bâtiment dont on parlait tout à l'heure. A priori, ils sont contemporains. Ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on affine avec le mobilier céramique. Mais vous voyez, on a des gros blocs. Dans les angles,
de ce qu'on peut en percevoir, on n'a pas de calcaire coquillé. Ils ont quand même fait l'effort de mettre un gros bloc de basalte ici à cet endroit-là. Mais on est sur une mise en œuvre architecturale qui est un peu particulière. Alors ce bâtiment, il est génial, il présente un intérêt important dans la mesure où il a été détruit par le feu, par un incendie. Et ça c'est super aussi, c'est comme les dépotoirs, ça fige en fait les vestiges. Donc ça fige ce qu'il y avait à l'intérieur, ils n'ont pas le temps de nettoyer et de tout vider avant de détruire leur maison. Ça prend feu, on sort en catastrophe et puis la toiture s'effondre, les murs s'effondrent et tout ce qui est à l'intérieur est conservé. Donc ça nous on le retrouve et c'est super intéressant justement pour ensuite restituer l'organisation interne d'une maison gauloise. Donc vous voyez ces niveaux de destruction, c'est toutes les taches un peu sombres que vous avez ici, qui ont été en partie dégagées, qui correspondent à du bois qui a brûlé. On a retrouvé des éléments qu'on suppose être des éléments qui ont été mobilisés dans la toiture, donc des gros morceaux de bois qui ont été conservés, sur lesquels on fait des études justement pour déterminer un peu l'essence, les essences de bois qui ont été utilisées. Et puis on a retrouvé aussi figé par le feu ces briques crues dont je vous parlais, qu'en général on retrouve très mal parce qu'elles ont fondu avec le temps, se sont délitées, etc. Là elles ont brûlé et on a retrouvé tout un amas de briques crues qui venaient sur ces taches charbonneuses. Et ces briques crues, elles ressemblent à ça. Vous avez quelques exemplaires qu'on a sortis. Voilà, ça ressemble à des briques, des briques. Alors elles sont cuites, mais elles sont cuites accidentellement. Les briques cuites, ça arrive avec les Romains, pas avant. Hein, on n'est que sur du module, enfin des matériaux crus pour ces époques-là. Et là, ce qui est intéressant aussi, alors on a sorti des grands modules. Et ça c'est intéressant parce qu'on peut comparer justement avec ce qui a été mis en œuvre dans d'autres régions de la Méditerranée, notamment en Grèce, justement sur les modules des briques. En fonction des différentes régions grecques, il y a des différents modules de briques qui sont utilisés. Donc là on essaye aussi de voir si on trouve des comparaisons justement par rapport à ces différentes régions-là. Et sur ces briques-là, vous voyez par endroits il y a des traces de doigts en fait, qui ont été faites au moment du façonnage des briques. C'est pas un décor, c'est des choses qui servent en fait à l'accroche en fait, des briques les unes sur les autres. Donc qui étaient liées par la terre, et puis il y avait des enduits en terre qui venaient s'accrocher dessus. Donc une architecture qui est plutôt bien conservée, qui nous permet de restituer un peu le bâtiment. Et puis là on fouille en plusieurs temps, donc on a un niveau de destruction, et ici on commence à avoir les niveaux d'occupation du bâtiment qui commencent à sortir. Et notamment, je vous parlais du foyer, une plaque foyère qui commence à sortir là-bas. Là, vous avez un foyer, voilà, ça ressemble à ça. Un foyer d'âge du fer. Donc là, on ne l'a pas entièrement dégagé, mais on a cette partie-là qui est très indurée, sur laquelle ils cuisaient les aliments, en fait. Ils posaient leur faitout, etc. Et qui est construit, en fait, sur un radier de galets ou de céramique, voilà, qui était installé dessous, en général sur une cuvette. Là également on a une aire qui est brûlée, qui correspond peut-être aussi à un autre foyer qui fonctionnait peut-être en batterie avec celui-ci, qui a été lui en grande partie arraché. Et on a cette pierre qui est intéressante là, qui est juste à côté, qui semble être du grès plutôt, donc une aire de travail aussi associée à ce foyer-là. Et puis tout autour des déchets, qui correspondent plutôt à la destruction du site et à la destruction de la maison en fait, avec beaucoup de restes d'amphores, de vaisselle domestique et on va aller le voir derrière. Ça on en a enlevé une grande partie l'année dernière, il y a 2 ans pardon, des vases avec leur contenu à l'intérieur, et ce contenu c'est des graines carbonisées. On va aller voir plus en détail, il en reste un petit peu là. Là vous voyez cette partie blanche, orangée, un peu noire, ça c'est l'architecture en terre qui s'est effondrée, qui a brûlé lors de la destruction de la maison. Et qu'on est en train de dégager de partout. Là, il y a un remblai qui vient par-dessus parce qu'il y a une réoccupation sur cette maison. Et là, on est en train de dégager de partout, donc ça c'est magnifique également. Et c'est venu figer justement tous les niveaux qui sont dessous, quoi. Et donc, je vous parlais des graines, on va les voir en détail là, parce que là, c'est assez impressionnant. Voilà, vous avez cet amas là très noir. Et en fait, ça, c'est un amas de graines carbonisées. Alors, le contenant, il n'y est plus, on l'a fouillé, mais je vais essayer d'en récupérer 2-3. Ça se fragmente beaucoup, c'est pas évident. Voilà, donc là c'est probablement de l'orge qu'on a retrouvé, qui était dans des vases en fait.
Donc évidemment, ça c'est très intéressant aussi sur qu'est-ce qu'ils consommaient, qu'est-ce qu'ils stockaient à l'intérieur des maisons, etc. C'est daté. Oui, c'est daté grâce au mobilier céramique. Là, on est au début du 5e siècle. Voilà, et après l'idée, une fois qu'on fouille ces maisons-là, on a étudié les niveaux de destruction, les niveaux d'occupation, c'est de pouvoir proposer des restitutions aussi. Voilà. Là, par exemple, ça c'est un édifice rectangulaire qui était très bien conservé, qu'on a fouillé lors des fouilles de 2014, et suffisamment bien conservé pour proposer une restitution. Alors s'il y a beaucoup de choses qui sont très discutables, évidemment, avec les hommes qui sont en train de boire pendant que les femmes font la popote, par exemple. Mais en termes de vestiges, par exemple, ça, ce dessin, on l'a fait par rapport à ce qui a été retrouvé. On avait un foyer conservé ici, on avait des trous de poteaux qui matérialisaient en fait l'emplacement de la poutre fêtière. Donc on sait aussi qu'il y avait une toiture à double pente, par exemple, ce genre de choses. Des banquettes sur lesquelles il y a des vases qui étaient stockés, des fours domestiques, dans lesquels ils cuisaient probablement du pain. Voilà, on tend après pour pouvoir essayer de restituer ça en fait, au grand public, mais aussi aux scientifiques, quoi. Voilà, et puis de ce côté-ci, c'est peut-être un peu moins parlant. On a des murs également qui commencent à sortir, qui sont également assez bien conservés. Alors là, en début de campagne, au début de la fouille, on percevait 3 murs qui avaient l'air d'être parallèles, dont un qui est assez mal conservé, enfin qui est moins bien conservé ici. Et on s'est demandé si on n'était pas sur un grenier. En fait, pour cette époque-là, on connaît sur ce site, la Monédière, ce qu'on appelle des greniers à plancher surélevé. Donc en général 3 murs, espacés d'1 mètre chacun, une petite élévation d'une cinquantaine de centimètres sur lesquels un plancher était installé, ce qui permettait de faire un vide sanitaire, et à l'intérieur duquel, donc c'est un édifice à l'intérieur duquel ils stockaient, ils servaient de grenier en fait, ils stockaient leurs céréales. Ça donc c'est un type d'édifice qu'on connaît sur le site. On en connaît un autre sur un site contemporain à Mont-Laurès, sur la ville de Narbonne. Et après, c'est des greniers en fait, de type ibérique qu'on connaît qu'en Espagne. Donc c'est super intéressant aussi. Donc là, on s'est demandé si on n'était pas sur ce schéma-là aussi, d'un grenier. On est en train d'abandonner cette hypothèse parce que ce mur, visiblement, n'est pas contemporain et il fonctionne avec un autre niveau de sol qu'on est en train de dégager ici. Donc on est en train d'écarter cette hypothèse de travail-là. Ça vous donne un peu une illustration aussi de la difficulté qu'il y a à lire les vestiges, puisque, je ne suis pas rentré dans le détail, mais sur ces 200 ans d'occupation, en fait, on a au moins 7 grandes phases, 7 villages successifs, on va dire. Donc des séquences de destruction, de reconstruction par-dessus, destruction, reconstruction, abandon, reconstruction. Et tout ça s'articule sur 50 cm d'épaisseur. Donc il y a beaucoup de choses, on a l'impression que c'est contemporain, mais en fait ça fonctionne pas de manière synchrone. Donc il faut être attentif justement aux couches qu'on fouille et voilà, c'est un peu lent du coup. Voilà, faut avoir l'œil, il faut aller doucement. Donc là voilà, on est en train de dégager cette architecture-là, ce sol. On n'a pas des limites tout à fait qui se dessinent, on a quelques pierres qui dessinent peut-être un retour. Là, c'est pas très bien conservé. Là on voit quelques pierres aussi qui commencent à émerger, peut-être un mur aussi de fermeture. Bon voilà, ça va sortir au fil de la fouille petit à petit, quoi. Et là on arrive a priori sur des niveaux un peu plus anciens, on rentre dans le 6e siècle. Donc on va commencer, alors cette année on va effleurer ça, mais à partir de l'année prochaine je pense qu'on va rentrer plus profondément dans ces niveaux un peu plus anciens. Voilà. Et donc ces balles de fronde associées, on a retrouvé un fer de lance également. Non, je l'ai pas là. Un fer de lance également dans cette maison en torchis dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, ça fait quelques éléments d'armement qui sont associés à la destruction, qui sont un peu éparpillés. On se demande si cet incendie n'a pas été un petit peu provoqué et qu'il n'y a pas eu un petit épisode musclé qui a mis fin à cette occupation. Alors ça, c'est le reste d'un gros bâtiment qui est plus récent, qui était un peu au-dessus, qui a été reconnu. On a un parti fouillé, mais pour lequel il n'y avait que 2 pans de mur qui étaient conservés et tout le niveau d'occupation a été arasé. Voilà. Mais c'est des blocs qui sont ancrés en fait dans les niveaux antérieurs et que pour l'instant on a laissé en place. Voilà. C'est lourd.